السلام عليكم، رمضان كريم. شكرا لكم لأن حضوركم في هذه القاعة في هذا الموضوع يخليني نقول باللي الثورة ما زالت متواصلة وكلنا مجاهدين من أجل كرامة بلادنا وكرامة شعبنا في الداخل وفي الخارج. موضوعنا اليوم نقدر نقولوا باللي راهو موضوع الساعة، ولما نتكلموا على التعذيب في الجزائر جزء من الفرنسيين يفهموا كلامنا ويعرفوا النضال نتاعنا ويعرفوا لا ريزيستانس الجيريان، وهذا الجيل اللي نقولوا عاش حتى ال 62 لا ريفولوسيون الجيريان، يعني لي زانسيان. اما الشباب نتاع اليوم ما كانش فيهم واحد يعرف تاريخ الجزائر، تاريخ لا غير كولونيال ان الجيري، لان الكلمات عندها معنى كبير. Quand on dit guerre d'Algérie من الناحية القانونية cela suppose الجزائر كانت حرة بشعبها بجيشها بسياستها، ومن الجهة الأخرى فرنسا كذلك بشعبها بجيشها، عملوا حرب ما بيناتهم. Ils se sont fait la guerre, et cette guerre on peut l'appeler la guerre franco-algérienne, algéro-française كيما حنا. في هذا الكونتكست on parle de guerre d'Algérie، ولكن في الكونتكست اللي عشنا فيه حنايا nous n'avons pas fait la guerre à la France. Nous on a fait une révolution algérienne populaire et armée. Maintenant le mot révolution. Le mot révolution يعني le changement radical d'une situation donnée en une autre، يعني تغيير حالة بطريقة جذرية إلى حالة أخرى. هذا ما فعلنا في الجزائر، غيرنا النظام الحكومي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من فرنسا اللي كانت مستعمرتنا إلى نظام جزائري. Donc c'est ce changement radical qui nous a conduit à l'indépendance. L'indépendance، وهذه كلمة indépendance كذلك عندها قيمتها ومفهومها القانوني راهو ثقيل. On était dépendant de la France, maintenant on a fait une lutte populaire, sociale, une révolution, on a changé l'ordre pour aller vers l'indépendance. Donc de la situation de dépendance on va à une situation d'indépendance. وهذا هو الوجع الكبير لفرنسا، لأن le 5 juillet 62 restera dans la mémoire de tous les Français une date difficile à accepter. Difficile à accepter من الكبار ومن الصغار. من الكبار لأن ils ont perdu ce qu'ils appelaient la guerre, mais qui en fait c'est une guerre coloniale par un pays très grand par rapport à la France, 7 fois plus grand, une population moins importante que celle de la France, sans aucun moyen. ما عندنا حتى وسائل حربية اللي تسمح لنا باش نقوموا بحرب، ولكن بالوسائل اللي كانت موجودة واللي اخترعناها قدرنا نخرجوا une puissance mondiale، لأنها كانت une puissance mondiale reconnue sur le plan mondial. Elle est même devenue puissance atomique à partir du 13 février 60. مادام قدرت بالشيء اللي قامت به في الجزائر تدخل في le club atomique، donc les plus grandes puissances du monde اللي يمشوا العالم كما كانوا يحبوا. Donc هذايا سي بور لا terminologie، لأن لا terminologie
كما يحبوها هما elle est pleine de sous-entendus politiques اللي ماذا بهم ما نوصلوش ليهم وما نفهموهمش. Donc nous parlons bien maintenant d'une guerre coloniale et une révolution populaire. لأن الشعب اللي دارها ce n'est pas une armée populaire. حتى ولو on avait notre armée, mais c'était pas une armée au sens reconnu militairement. كانوا يسميونا فلاقة، كانوا يسميونا terroristes، كانوا يسميونا واش يحبوا، ولكن حنايا on avait notre armée qui était peut-être non conventionnelle, d'accord, parce qu'on n'avait pas l'armement qu'il fallait, on n'avait pas la stratégie qu'il fallait, mais كانوا عندنا العباقرة اللي فكروا كيفاش يحطموا cette puissance militaire française. Et ça encore انصار إلى يومنا هذا ما همش قادرين يهضموا الفكرة تاع une révolution populaire contre une puissance militaire et qui réussit à la mettre dehors. Et c'est pour placer le tableau et l'étymologie des termes génériques et juridiques, ce qui nous permet d'avancer vers notre sujet. L'armée عندها قوانينها. Ça s'appelle les lois de l'armée. Mais en matière de guerre, ça s'appelle les lois de la guerre. Et dans ces lois de la guerre, قانون الحرب هذايا اللي plus tard, bien plus tard, نتكلموا عليها في les conventions de Genève, هذا نرجعوا إلى الإسلام. والإسلام حارب. Les musulmans ont conquis le monde. ولكن ils ont respecté en premier lieu l'individu, الإنسان, الشخص, العسكري. L'islam a été cette religion d'honneur. Plus tard, عندنا الأمير عبد القادر اللي أعطى أكبر درس للعسكريين الأوروبيين tous les autres كيفاش تعامل avec les détenus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revivre le même scénario. كيفاش حماس تعامل avec les prisonniers. هم يخرجوا ويعترفوا بلا grandeur des musulmans de l'islam et de Hamas. Et actuellement, à travers tous les écrits que je suis en train de ramasser, واش يقولوا هاد العسكريين اللي كانوا مسجونين عند حماس. S'il devait y avoir un autre mouvement populaire, on luttera auprès du Hamas. Ce qui veut dire en deux mots que les principes de l'islam sont des principes respectant les droits de l'homme. Même si les conventions de Genève, ils ont repris les mêmes principes, mais pas avec la même force, pour pouvoir dire que le prisonnier, le détenu, doivent être respectés dans la personne humaine. Alors revenons maintenant à l'histoire de cette guerre coloniale. Quand les Français sont rentrés en Algérie, les premiers crimes, la mère de toutes les batailles. Et on reprend une déclaration d'un notable de la région, le chef, le débarquement, ou qu'est-ce qui s'était passé? Il est allé rencontrer le chef militaire. Ce n'était pas de Bourman, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait reçu. Oui, c'est nous. Qui êtes-vous? Nous sommes l'armée française. Qu'êtes-vous venu faire chez nous? Nous, on est venu s'approprier vos terres. Mais nous sommes chez nous. On ne vous a pas agressé. Qu'êtes-vous donc venu faire chez nous? Retournez d'où vous venez. Il y a dans leurs écrits qui s'est retourné, il est revenu vers Staoué. Quelques jours après, nous avons découvert que cet homme qui était venu dans un apparat très simple, libès, yani adi,
était en fait un notable de la région. Donc vous voyez, au début, entre 14 et le 19 juillet 1830, juin 1830, il y a eu un semblant, un questionnement et un semblant de, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que ce n'est pas une conciliation, la conciliation c'est une autre, la réconciliation vient après l'échec de la conciliation. Donc disons un questionnement, nous allons l'appeler un questionnement. On met le point sur cette image parce qu'elle est significative, très significative. En ce sens que je n'ai pas besoin de revenir sur la malice qui avait été utilisée par les Français pour pénétrer par Sidi Frodj, parce que quelles que soient les conditions, même quand l'Algérie était sur le plan militaire, sur le plan social, un petit peu vacillante autour des années 1830, elle avait sa superbe, elle avait toujours sa force, et on avait encore peur d'elle. Et là, la France avait décidé, les Français, quand je parle de la France, donc c'est l'armée française, de déjouer les stratégies précédentes. C'est-à-dire qu'avant, c'était par la mer qu'on attaquait. C'est-à-dire une attaque frontale. Mais cette fois-ci, ils ont fait croire qu'ils étaient tout simplement de passage au large. Et quand le Dey Hussein, en regardant par sa fenêtre, a dit « mais c'est une flotte, ils vont peut-être nous attaquer », son beau-fils, Lara Ibrahim, l'a tranquillisé. Il lui a dit « non, ils sont juste de passage, vous voyez qu'ils ne viennent pas vers le port d'Alger ». Et c'était ça la malice, pénétrée par Sidi Frodj, évidemment, après que Woutin ait d'abord étudié la géologie, la géographie du relief, et pour dire qu'il y a possibilité de s'introduire en Algérie, non pas par le port d'Alger, mais par la baie de Sidi Frodj. C'est également une baie d'ailleurs, petite baie. Donc là, on se rend compte que la crainte était grande. Le deuxième point, c'est la composition de cette armée hétéroclite. Il y avait un peu de tout. Mais il n'y avait pas que des militaires. Bon, vous savez très bien, je n'ai pas besoin de le répéter, les chevaux, les ceci, les cela, mais il y avait deux catégories de personnes qui n'avaient rien à voir peut-être avec la guerre, mais que nous avons pu apprécier par la suite. Ce sont les peintres. Les peintres qui sont venus, l'estafette, c'est-à-dire le journal, la machine d'impression du journal, et il y avait également des poètes. Pourquoi ces trois catégories étaient présentes dans une armée où actuellement on n'a pas beaucoup ce genre de choses? On a des photographes, des reporters, des journalistes, mais ces peintres, c'était pour reproduire l'Algérie d'antan. Mais ça a été pour nous, du moins pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Parce que lorsque je revois ces tableaux de l'époque, je peux répondre aujourd'hui aux Français qui disaient que c'était un peuple sans civilisation, sans culture, sans architecture, sans savoir et sans connaissance. Eh bien, vous nous avez donné, à partir de 1830, avec tous ces poètes, ces écrivains, ces journalistes et surtout ces peintres, vous nous avez tracé le tableau de l'époque que nous n'avions pas. Et aujourd'hui, cet art pictural est une réponse au négationnisme français qui dit « vous n'étiez rien et nous étions tout ». Et quand je fais mes conférences à travers le monde, et que je montre par exemple le mausolée de Sidi Frodj, les gens me disent « mais ça c'est quoi ?» Je leur dis, chez nous on appelle ça un saint patron qui protégeait la mer.
Quand je leur montre l'emplacement et la structure de cet endroit, je leur dis que votre de Bourmont l'a pris pour habiter, pour faire son centre, n'est-ce pas, opérationnel, et sa grande salle à manger pour réunir ses militaires. Et là, on me dit, donc il y avait des structures. Je dis oui, il y avait des structures. Il y avait également la volonté de Dieu. Il y a une autre anecdote, l'anecdote de la chaussure, qui est retenue chez eux et qui confirme qu'il y a une volonté de Dieu qui protège ce pays et qui continuera à le protéger éternellement. Donc, les premiers crimes se sont déroulés du côté, d'abord Astawili évidemment, parce qu'il y avait un véritable abattage de gens, mais il faut remettre les choses en point. Les Français ont perdu beaucoup de militaires. Les militaires n'étaient pas rompus aux techniques de lutte des Algériens. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Une autre anecdote qui reste à vérifier, mais que j'ai trouvé dans un écrit quand même qui est assez sérieux. Alors, les militaires, le soir, quand ils dormaient, et ça, tous les gens qui ont fait l'école française connaissent cela, ils mettaient une chemise de nuit, une véritable chemise de nuit blanche, et ils se mettaient un bonnet sur la tête avec un petit pompon. Un soir, tout à fait au début de la bataille, c'est pour ça que là, il y a certains qui disent c'est les Arabes qui ont attaqué, et d'autres disent non, c'est les Français qui ont attaqué. Mais je dis, je le prends entre guillemets parce qu'on est en train de faire des recherches dans ce sens. Alors, il semblerait que les Algériens qui portent le burnous et le chèche ont attaqué de nuit ces militaires qui dormaient et ils les ont égorgés. Ceux qui ont été épargnés, le lendemain, à l'interrogatoire, ils disent « Mais on ne savait pas, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. » Donc je ne sais pas si c'est de là que vient cette expression, parce que les Français ne le diront pas, mais effectivement, ils ont fait la confusion. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient être attaqués par les Algériens, mais ils pensaient que c'était leurs collègues. Et là, malheureusement, vous le savez tous, on n'a aucune tombe d'un Français sur toute la région. Sauf le cimetière qui est arrivé bien plus loin, qu'on appelle le cimetière chrétien et qui existe jusqu'à ce jour. Donc, les Français n'ont jamais dénombré leurs morts, ne diront jamais combien ils ont perdu d'hommes. Ils vous diront nous sommes venus à 35 000, d'accord, mais jamais ils vous diront nous avons perdu tant de personnes. Parce que cette guerre coloniale a malheureusement massacré une bonne partie de l'armée française, car la résistance algérienne ne s'est jamais arrêtée du 19 juin 1830 jusqu'à 1962, 5 juillet. Il faut se le rappeler et il faut en être fier. لازم نكونوا فخورين بهذه المعركة. ثانيا نشوفوا نقطة أخرى sur le plan démographique. حسب Hamdan Khoudja, qui était donc très proche du Dey d'Alger, qui était un fort lettré, un fin lettré, mais qui était algérois. في كتابه Le Miroir, يقول باللي à l'époque nous étions 3 millions d'Algériens. D'accord. Plus tard, les statistiques françaises diront ils étaient 10 millions. Pour prouver le massacre, eh bien, on va dire qu'en 1962, les premières statistiques, 10 millions. هل معقول هل يعقل هل يقبل بأن ما بين 1830 و 1962 la population algérienne n'a pas changé. Le référent dénote quoi? Il dénote le massacre des populations اللي اليوم راهم يوجعهم بزاف هذا الكلام.
Un militaire disait, on ne comprend pas ces Algériens. Ils se reproduisent comme des lapins. Et le lapin, le minimum de lapinaux qu'il fait, c'est une dizaine. D'accord. Dans une conférence, j'ai répondu à quelqu'un qui me rapportait la même chose. Je dis, oui, je connais, je sais qui a dit ça, etc. Mais, cher monsieur, vous nous avez tués par millions, nous renaissons par millions. Vous nous avez tués par milliers, eh bien nous renaissons par millions. Nous renaissons par millions. Et donc cette période prouve bien le massacre d'une population. Par contre, ils sont rentrés à 1 million, ils sont repartis à 900 000. Et ces deux paramètres nous apportent, nous en tant que juristes, n'est-ce pas, et surtout en tant qu'avocats, lorsqu'on fait un plaidoyer, de dire qu'il y a eu des massacres en Algérie. Et ces massacres ne sont pas le fruit de guerre ou d'agression militaire, mais c'est le fruit de massacres par les exactions extrajudiciaires, par la torture. Par la torture. L'Aoufia. Les premières années, les premiers mois, les premières semaines de la colonisation. Pour une histoire de Burnous rouge. C'est quoi cette histoire de Burnous rouge? Le Burnous rouge, dans tous les pays, quand il y a harb, ou une agression militaire, دائما, je vais essayer de parler dans les deux langues, دائما يحوسوا على حاجة، يحوسوا على أشخاص يجيبوهم يقربوهم ليهم باش يترجموا لهم اللغة العربية ويترجموا هما باللغة الفرنسية باش تكون عندهم سلطة على الشعب باش يركعوه لما الأمر يعطيه العسكري باش يبيعوا على الأشخاص وكذلك باش يعطيو دي ليست sur هذا واش عنده هذا واش عنده les patrimoines, les ceci, les cela. C'est une sorte de personnes qui font un recensement et qui sont assujetties à la politique française. في الجزائر ما صابوش عيطوا واحد je sais pas comment par quel moyen جا للعاصمة وكي يجي باش يشوف le chef militaire ويتفاهم معاه une sorte de قايد mais c'était pas encore l'organisation des قايد باش يتفاهم معاه وباش يكون هو لو بورت بارول ديالو في لي تريبو عرب هو اللي يبين لهم يعني يعطي لهم il leur explique les décisions prises etc. On lui donne un burnous rouge. Et donc ce monsieur, très fier de lui, était sur son cheval et il repartait de là où il venait avec son burnous rouge. Il arrive du côté d'El Harrach et une bande de personnes شافوا البرنوس عجبهم عطاو له طريحة وداو البرنوس. Il revient, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien c'est les Arabes d'El Harrach qui m'ont interdit d'être de votre côté. Ah c'est comme ça. Et voilà l'origine du massacre des Laouia. Parce que il n'y avait aucune raison d'attaquer un village complet. Et selon les statistiques, il y aurait 3000 personnes massacrées, femmes, hommes et enfants. Le bétail réquisitionné, les biens réquisitionnés. C'est le premier grand massacre d'El Harrach. La torture, ce n'est pas seulement le fait de faire avaler du savon à quelqu'un ou de le fouetter. La torture, c'est ce que je vais vous dire. Les militaires français qui n'étaient rien d'autre que des gueux à la bine, ils sont venus s'enrichir dans cet énorme pays, très influent, et qui a fait baver le monde européen et le monde américain.
un pays invincible, fort par ses hommes et fort par ses femmes aussi. Qu'ont-ils fait? Ils ont arraché les oreilles des femmes algériennes, parce que vous savez très bien que les femmes algériennes portent beaucoup de bijoux en or et en argent. Pressées dans la foulée, les unes étaient déjà mortes, les autres ne l'étaient pas. On arrache les oreilles des femmes. On arrache les poignets des femmes. On arrache les chevilles des femmes. Est-ce que c'est une forme de violence physique et de torture? Oui ou non? C'en est une, c'est la première façon de torturer l'Algérien. Et ces bijoux allaient être vendus à la rue Bazoul, qui n'est pas très loin. Le bétail a été vendu à des ambassadeurs, mais l'argent qui en a été tiré, eh bien, c'est les militaires qui l'ont pris. Ce n'était pas l'armée. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, c'était pour encourager ces militaires à faire mieux et plus. Chaque fois qu'ils allaient dans un endroit où il fallait massacrer, eh bien, il fallait faire plus. Alors, tout ça, l'armée française n'en parle pas. Elle n'en parle pas. parce que عارفه باللي جريمه هذه ما كناش نتكلموا على الجرائم ضد الانسانيه في ذاك الوقت مي عارفين باللي هذه جريمه كبيره. Comment a-t-on appris tout ça? Bon, il y a eu quelques rapports, mais c'est surtout الكتابات نتاع العسكريين في ذاك الوقت اللي كانوا يكتبوا لاهلهم ويقولوا voilà ce qu'on a fait avec beaucoup de plaisir. Concernant les mains, علاش يقطعوا اليد؟ لأن كان كل صبع بخاتم. كل صبع بخاتم. Ils n'ont pas le temps كل واحد non 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 coupe au maximum les mains. واش كانوا يديروا بهم؟ اللي كانت عندهم une fiancée en France يشدوا الرمل والعسل يديروا هذيك اليد في العسل من بعد يرمدوها بالرمل. Ils la mettent dans une boîte où ils battouha en cadeau de notre expédition en Algérie à leur fiancé. Donc c'est les lettres qu'on a pu récupérer grâce à nos amis, grâce à certaines archives, etc. Les khléouna ont reproduit le schéma tel qu'il se présentait à l'époque. Donc les massacres, c'est des violences contre les Algériens. Donc c'est des tortures. Et à travers ça, il lui écrit « Ma chérie, je t'envoie une main de Fatma. » Parce que pour eux, nous étions tous Mohamed et Fatma. Et moi je suis très contente de m'appeler Fatima. Très très contente. Et je le dis très fièrement, partout là où je vais. Donc ceci pour montrer que les premières violences, les premières tortures, c'était donc Aïl Harraj. Et je ne vais pas m'étaler sur tous les massacres qui ont été faits في الجزائر. قلت لي 54 62 استنى باش نوصلوا ليها بصح ما تفهمش 54 62 الا ما فهمتش صار من بعد. Alors tout ce qui s'est passé par la suite, ça a été un chapelet de torture. Jusqu'en 62, la torture a été exercée massivement. Mais il faut s'arrêter à un point. Ce qu'ils appellent la bataille d'Alger, qui n'est pas la bataille d'Alger, c'est la grande répression sanglante d'Alger 1957. Bedma Chab el-Jazairi, en 1930, il a changé de stratégie par les partis politiques, etc. Bedma, la notion d'indépendance est apparue en 1926. هنا فرنسا فهمت باللي n'a pas réussi
à éteindre ce peuple. بالعكس عذبته لسنوات طويلة وفهم الدرس واليوم فهم باللي الكفاح يكون كفاح سياسي بتنظيمه سياسيا. C'est la naissance des partis politiques. 48, c'est également un massacre. عذبوا الناس تعذيب كبير. Dans quelques jours, on aura l'anniversaire et je vais vous sortir les déclarations, les jugements, les procédures, les instructions, tout ça. On arrive à 54. 54, c'est une autre organisation. Elle est politique et elle est sociale. Il y a l'adhésion de tout un peuple derrière les dispositions du Congrès de la Soumam, j'appelle ça la résolution du 1er novembre, et ça, c'est une autre organisation. Les Français l'appellent l'organisation pernicieuse. Parce qu'elle s'est faite, disons, dans l'ombre le plus absolu. Le 1er novembre 1954, ça a été un déclenchement terrible pour la France. C'est le jour de la Toussaint. La Toussaint, c'est quoi? C'est la fête des morts. L'Algérie, sur tout le territoire, Yarbi, une balle est tirée dans chaque wilaya. Pour montrer, et ça, l'histoire que nous apprenons à nos enfants est un peu fausse ici. Non! C'est sur tout le territoire algérien qu'il y a eu au moins une balle. C'était Abou Farik. Donc, c'est pour montrer à l'armée française que cette révolution est nationale. Elle n'est pas régionale. On ne la limite pas à une région. Et les Français sont très contents. Ah, ils croient que ça s'est passé uniquement aux Aurès. Non! Ça s'est passé dans le monde algérien, disons. Sur toute l'Algérie, il y a eu au moins un coup de feu. Pour montrer à la France que nous aussi, nous allons venger nos morts sur le territoire national. Parce que les lectures, c'est des lectures épistémologiques. C'est des lectures qui prennent beaucoup de temps pour arriver à un point qui est un point culminant. Donc, c'est la nationalité ou la régionalité, la totale régionalité du mouvement de 54, un mouvement révolutionnaire parce qu'il vient d'un peuple, il est populaire, et le déclenchement, c'est le déclenchement du 1er novembre. C'est les atrocités. Maintenant, sauf que tu es une armée officielle, et moi, je suis un peuple armé pour lutter contre notre indépendance. Nous sommes en 54. L'année 57 est extrêmement importante. Parce que l'organisation, le cœur, se faisait à la Casbah. Tout le monde était là. Tout le monde était là. La réflexion, c'était à partir d'ici. Et où? Dans une Casbah. Dans une Casbah où il était difficile aux Français d'accéder. Il y avait les Juifs qui étaient dans la basse Casbah, mais la Casbah, c'était quand même quelque chose de très fermé. Et tous les grands révolutionnaires, ils avaient leur siège à la Casbah. Ils avaient la cache à la Casbah. Ils allaient et ils revenaient. Le cœur battant était la Casbah. Et l'armée française s'en est rendue compte. Elle s'en est rendue compte avant 57, avant le 28 janvier 57. Elle s'en est rendue compte avant et elle a trouvé une stratégie. Nous sommes en 57. Comment allons-nous détruire ce peuple? Où il y avait donc tous les révolutionnaires, Ben Mehdi et tous les autres. Comment? Ils ne savaient pas qu'il était à Casbah. Comment faire? Comment justifier? Parce que nous sommes en 57 et il y a tout un arsenal juridique international qui était mis en place. Les conventions de Genève, les protocoles, les ceci, les cela. Donc il y avait une réglementation qui cernait un petit peu la politique judiciaire française. Mais
fallait trouver quelque chose. La torture est interdite. C'est un crime. On n'a pas le droit de toucher à l'humain. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement que l'individu est libre, etc., 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 etc. Et alors, comment on va faire? La Convention de Genève, elle ne nous permet pas. La Convention internationale des droits de l'homme, elle ne nous permet pas. On passe notre temps pour dire que nous sommes la République des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire pour légitimer la torture en Algérie? Eh bien, on va créer un texte. Et ce texte est passé à l'Assemblée, et tenez-vous bien, la majorité des députés qui ont signé ce document, ou qui ont approuvé, eh bien, c'était les communistes. Incroyable. Nous les croyons près de nous. Il s'avère qu'à cette Assemblée, c'est eux qui étaient là. Et donc, en 1956, il y a un décret. Il y a une loi, disons, qui instaure deux choses. Les pouvoirs spéciaux donnés aux militaires. C'est-à-dire que la loi civile doit laisser sa place au pouvoir militaire. Le remplacement des prérogatives civiles qui sont réquisitionnées par un texte de loi. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. La naissance des pouvoirs spéciaux permet à l'armée de faire ce qu'elle veut. Elle lui permet d'avoir ses tribunaux, les tribunaux pénaux des forces armées, avec une institution personnelle différente. Seul le juge est un civil, mais tous les autres sont militaires et le procureur est également militaire. Et le pouvoir judiciaire ordinaire ne va s'occuper que des délits de droit commun. Alors le délit le plus important, c'est l'atteinte à l'État français, c'est-à-dire à la sûreté de l'État. Voilà, ça c'est le slogan où on mettait tous les Algériens atteinte à la sûreté de l'État pour faire basculer leur jugement du droit civil à un droit d'exception. Donc il faut d'abord ce texte pour généraliser la torture, il faut les tribunaux spéciaux et on passe à la masse. Alors ce texte, et c'est là où le droit de l'histoire intervient, va donner la prérogative aux militaires de torturer, de tuer, de faire des exactions judiciaires, d'enlever les disparus, sans avoir de compte à rendre à personne. Et là, il s'est passé un phénomène extrêmement important. À l'époque, il y avait Tejen, qui était un petit peu le représentant de Paul, oui, que j'apprécie beaucoup, et je souligne son courage. L'armée, avec ses deux pouvoirs, donc le pouvoir spécial judiciaire, plus les pouvoirs de la torture. Alors, ce texte sur la torture s'appelle le texte sur la généralisation de la torture. Quand on fait une étude juridique, quand on dit le texte sur la torture, et on s'arrête là, il est générique. Mais quand on dit la généralisation de la torture, c'est-à-dire qu'elle doit se faire systématiquement, et d'ailleurs ils utilisent la torture systématique. Ils peuvent faire la torture n'importe où, n'importe quand, dans la rue, dans une maison, dans un endroit quelconque, peu importe, dans un commissariat, peu importe. Donc ils généralisent cette torture, ça devient un instrument de répression entre les mains des militaires, et là va commencer la grande aventure de l'armée à Alger. Ils font venir plus de 60 000 appelés. Et les pouvoirs sont remis entre les mains de Massu. Et vous savez, les collatéraux de Massu, je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez tous. Et alors, au titre de cet article
du code martial, de la loi martiale, dont je viens de vous parler, la torture se généralise, elle se fait au vu et au su de tous, et tout le monde participe à cela. Donc 57, à partir du 28 janvier, toute l'armée française va s'intéresser à cette Casbah, le nid des rebelles et des félagas. Et pendant cette période, Ossarès déclare dans les 2 livres qu'il a écrits, dans un passage où le journaliste lui pose la question, donnez-moi à peu près l'effectif des gens qui ont disparu. Il lui a dit, la Casbah comprenait 80 000 citoyens. Le chiffre n'était pas bon parce que là, ils ont fait le recensement, c'est ça. Le recensement, c'est uniquement les gens qui avaient donc une maison, une carte d'identité, etc. Mais ils n'ont pas compté ceux qui étaient dans les hammams, ceux qui rentraient le soir et qui n'étaient pas d'Alger, ils n'avaient pas de résidence à Alger. Ça devait être beaucoup plus que ça. Et il dit fièrement, pendant la bataille d'Alger, j'en ai éradiqué 10%. Il lui dit, éradiquer, ça veut dire quoi? Il lui dit, faire disparaître. Donc cela veut dire que nous sommes loin des chiffres qu'on nous avance aujourd'hui. Nous sommes à 8 000 personnes. 80 000, 10% de 80 000, c'est bien 8 000 personnes. Et ça, c'est le tortionnaire lui-même qui le dit. Et c'est également le tortionnaire de Ben Mihdi. Donc, si nous avons autant de personnes disparues, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la question. Je reviens à Paul Teitgen. Pour avoir encore d'autres chiffres de grandeur. Lorsque Paul Teitgen a démissionné, il avait une raison. Il dit que les parachutistes, quand ils arrêtent quelqu'un, ils doivent mettre le nom, le prénom, etc. Et ils présentent cette fiche tous les jours au service de Teitgen. Mais ils disent, on va le mettre en résidence surveillée. Dans un camp où c'est une résidence surveillée, ils appellent ça comme ça. Et donc Teitgen reçoit des gens et il signe. Mais ils doivent lui restituer ces gens après les avoir auditionnés. Or, 3362 personnes, selon Teitgen, n'ont jamais été restituées. Donc déjà, nous avons ce premier chiffre, 3662 de disparus. Et Teitgen a déposé sa démission parce qu'il avait refusé que la torture soit exécutée alors qu'il était responsable politique à Alger. Et il dit, moi-même, je suis passé par la Gestapo et par la torture et je sais ce que c'est et c'est pourquoi je refuse de parrainer ce crime que vous êtes en train de commettre. Donc mettons 3362 d'un côté et allons vers Ben Mihdi qui a été arrêté par hasard. Par hasard. Ben Mihdi. Toujours. Oui, je ne veux pas parler, je ne veux pas rentrer dans cette polémique où on dit il a été vendu. D'accord. Je n'ai pas la preuve, on n'a pas les noms et on n'a pas les dossiers. Exactement. Donc on reste. On dit. Donc nous sommes bien dans par hasard. Mais Houma, ils adorent gonfler le buste et de dire on a fait. Mais nous savons très bien que les choses ne se font pas comme ça. Ben Mihdi n'était pas un imbécile. C'était un homme d'une intelligence supérieure, comme l'a reconnu le général... Bijard. Il était colonel. Voilà. C'est pour ça que je parle d'une armée parallèle. C'est pour ça l'armée populaire algérienne. Donc, Ben Mihdi a été arrêté. Mais le courage et le sang-froid étaient extraordinaires.
Nous avons eu ici, il y a très longtemps, peut-être qu'une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on avait eu Sharghi. Oui, Brahim Sharghi. Brahim. Oui. Bon, on a monté une polémique à son sujet, mais moi je n'y crois pas du tout. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette polémique qui a dit, qui n'a pas dit, qui a dénoncé, qui n'a pas dénoncé. Je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que nous avons entendu, et puis après il y a des écrits, des rectifications et tout ça. Bref. Donc, Ben Mehdi étant arrêté, le courage qu'il a eu, la stature qu'il a eue, ont ébahi tous les généraux. Bijar était chargé de l'Arbi Ben Mehdi. Mais cette arrestation, c'était un très gros poisson pour l'armée française. Parce qu'on le considérait comme le père fondateur, un des pères fondateurs de la révolution algérienne et comme une tête pensante de la stratégie militaire populaire des Algériens. Et donc, il est arrêté, il est auditionné. Ce qu'on nous montre de temps en temps, ce n'est pas Ben Mehdi, c'est le film de la bataille d'Alger. Les séquences qu'on nous montre, c'est pas ça. Il y a un reporter militaire qui avait tout filmé. Il n'y a pas très longtemps, un de mes amis en France a réussi à nous apporter Ben Mehdi face à ces tortionnaires. Il avait sa veste, une veste bleue. Il avait une chemise à carreaux avec le col découvert. Le col ouvert. Ça, c'est la vraie. Nous avons cette photo et nous avons un autre passage très juste de Djamila Bouhirid quand elle était dans les locaux de l'armée. Parce que les photos sont très rares. Et donc, il a été mis à la disposition de Ossares. Non. Bijar a fait son enquête. Mais Ossares a fait le sale boulot. Alors, le sale boulot, d'abord pour revenir à Bijar, vous avez vu cette déclaration qu'il a fait de l'Arbi Ben Mehdi, où il dit « J'ai jamais vu un homme d'une intelligence, d'un courage extraordinaire comme cet homme ». Et il y a deux choses qui sont importantes. L'histoire des Koufins. Quand il lui a dit vous nous faites la guerre et vous utilisez les femmes et vos Koufins. Il lui a répondu qu'à cela ne tienne. Donnez-nous vos armes et on vous donne nos Koufins. Mais il y a une autre qui est encore très sympathique, que j'aime beaucoup. Pour se moquer de lui, il lui a dit « Dites-moi, l'Arbi Ben Mehdi, qu'est-ce qui fait la différence d'un âne et d'un homme ?» Il lui dit « C'est la table qui nous sépare. » Ça aussi, c'est la preuve d'une intelligence extraordinaire de l'Arbi Ben Mehdi. Et Arbi Ben Mehdi, je ne dis pas qu'on l'a torturé. Il n'y a pas de trace qu'il ait été torturé. Ils avaient même peur de l'approcher. C'était une stature, c'était une personnalité. Ils voulaient surtout comprendre, savoir, parce qu'ils ont fait ce qu'ils appellent la bataille d'Alger, ils sont rentrés dans la bataille d'Alger, ils sont sortis dans la bataille d'Alger, mais ils n'ont rien compris de la bataille d'Alger. Alors ils voulaient le questionner, ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre, ils voulaient qu'il leur donne des noms, qu'il leur donne des caches, qu'il leur donne des stratégies, qu'il leur donne une ligne directrice. Rien du tout, rien de cela. Alors, ils l'ont passé à Ossares. Ossares, le tortionnaire. Mais Ossares ne l'a pas également touché. Ossares avait peur de lui. Il le regardait par la petite lucarne de la cellule et il revenait en marche arrière. En fait, j'ai l'impression que Dieu avait donné une sorte d'aura à Ben Mehdi qu'il est tétanisé. Il est tétanisé. La décision a été prise par Ossares sur les ordres de Bijar. Il le dit dans son livre. Il dit un soir, ils sont rentrés dans sa cellule
et ils l'ont tué. Puis ils ont fait un simulacre, ils ont déchiré sa chemise, ils ont fait un simulacre pour laisser croire qu'il s'était pendu avec ses pans de chemise. Mais il reconnaît, Bijar, que l'Harbi Ben Mihdi ne s'est jamais pendu et qu'il a fait l'objet d'une exaction extrajudiciaire. Et donc les militaires qui ont fait ça appellent Osarès dans la nuit et lui disent mission accomplie. Et lui de prendre son téléphone et d'appeler Bijar et lui dit vous savez mon général, eh ben le détenu il s'est pendu avec les pans de sa chemise. Toujours dans les déclarations, Bijar ne lui a pas répondu et il a raccroché. À votre avis, pourquoi? Parce que Bijar savait parfaitement que Ben Mihdi n'était pas l'homme à se faire étrangler ou à se pendre. C'était un homme qui était capable de résister intelligemment et physiquement à toutes les tortures qu'on aurait pu lui faire, entre guillemets. Parce que c'est une page aussi qui est sombre. C'était un homme d'une conviction pour cette Algérie et pour aller vers l'indépendance de cette Algérie. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni la douleur, ni le sang, ni les armes, ni les brimades. D'ailleurs, il n'a pas reçu de brimades. C'est un héros reconnu par le colonisateur lui-même, ceux qui l'ont approché. Et dans leurs écrits, ils reprennent ça. Simplement, pourquoi a-t-on laissé pendant des années persister l'histoire? Ben Mihdi s'est pendu. Et comment la révélation d'Osarès est venue? Bien, Osarès était marié à une femme, il avait, je crois, une ou deux filles. Il était très fier, il avait beaucoup de décorations, très respecté, très estimé dans son village. Et donc, il ne pouvait pas raconter ce drame qu'il avait vécu, parce que c'est des gens qui étaient profondément meurtris au fond d'eux-mêmes. Garder le secret d'un crime, ce n'est pas une petite chose. Et donc, il a divorcé avec sa première femme. Il s'est marié avec une seconde femme. Et cette seconde femme a été plus humaniste que tout le reste. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le journaliste qui avait fait le reportage, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, si tu la vois, transmets-lui mes remerciements pour ce qu'elle a fait pour Osarès. Qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? Elle a contraint pendant des jours et des jours en lui disant « Libère ta conscience, raconte ce qui est arrivé à ce grand homme, puisque tu reconnais que c'est un grand homme. » Et après un grand temps passé, il a accepté. C'est pas lui qui a écrit le livre. C'est un journaliste qui a tout combiné avec sa deuxième femme. Et il lui a dit, essaye de le convaincre. On ne va pas l'obliger à écrire, surtout qu'à cette période, il était fatigué. On va pas... Il me parle simplement. Et moi, j'écris. Mais le journaliste est extrêmement intelligent. Et les journalistes le savent. Lorsqu'on a des déclarations prises comme celles que nous sommes en train de faire, il est très difficile de les effacer. Et il est très difficile à Osarès de dire « Ah non, 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 j'ai pas dit ça ». C'est sa voix. Les rendez-vous étaient échelonnés. Parfois, il était fatigué. Parfois, il voulait parler. Parfois, il ne voulait pas parler, etc., etc. Et il a fini par tout avouer. Et c'est comme ça qu'on a eu cette chance extraordinaire d'avoir ce livre qui décrit comment Osarès les agents d'Osarès ont tué l'Harbi Ben Mihdi et comment Ben Mihdi a résisté honorablement jusqu'à la dernière minute de sa vie. Vient enfin le dernier passage, c'est-à-dire sa mort. Quand il est mort, il a eu quand même le respect de l'armée. Il faut le dire. Il a été enterré par l'armée française.
Mais son père est venu à Alger pour le chercher, pour chercher le corps de son fils. Et que s'est-il passé? À l'entrée de la caserne, des militaires le reçoivent. Le père de Ben Mehdi était superbement habillé, propre, avec son burnous, avec son chèche, avec son gnoul. Et le père avait également terrorisé les militaires. Il leur dit: je suis venu voir Bijar. Et ils sont allés le voir et lui disent: vous savez, mon général, il y a un homme superbement habillé, très propre, un arabe, pas un homme, un arabe, qui veut vous voir. Sans aucun doute, ça doit être un caïd d'une région, il peut peut-être vous aider. Et Bijar lui dit: bon ben, faites-le rentrer. Il le fait rentrer, il le fait asseoir. Que puis-je pour vous? Je suis venu chercher le corps de mon fils. Le corps de votre fils? Quel fils? L'Arbi. Mon fils l'Arbi. Bijar se lève. Il se lève. Il est très gêné. Et il dit au père de Bijar: vous avez fait un fils, un véritable patriote. Ce genre d'homme, nous ne le trouvons plus. En tout cas, pas dans notre armée. Une petite discussion s'en est suivie et il lui dit: si je vous montre la tombe, promettez-moi de ne pas aller le déterrer. Et promettez-moi de garder le silence. Il dit: oui, je promets de garder le silence. Il en parle à sa famille, évidemment. Mais dites-moi pourquoi Bijar a dit garder le silence et n'en parler à personne. Il a voulu lui faire confiance, comme son fils était d'une stature et le père aussi. Il s'est dit, effectivement, il n'a pas parlé. Mais c'est tout simplement pour que sa tombe ne soit pas un lieu de pèlerinage pour tous les révolutionnaires algériens. Et de, comment? Algérois plutôt, tous les révolutionnaires. Tout à fait, c'était là-bas qu'on les enterrait. Pour l'Algérois. Pour l'Algérois. Donc pour qu'ils n'aillent pas, évidemment, s'arrêter, faire une prière et continuer le combat. Parce que lorsque on n'a pas le corps, on passe dans les catégories des disparus. Et ce n'est qu'à l'indépendance qu'ils ont réussi à le déterrer et à le mettre au carré des martyrs. Et c'est là, la beauté est là. Quand je dis que la main de Dieu protège ce peuple, protège ces hommes, protège ce territoire, je crois que je n'ai pas tort. Le corps était intact. Le corps était... Il y avait les impacts de balles. Et il y avait les impacts de balles. Polygone. Voilà. Donc le corps était intact. Et ceci, je l'ai eu de Drifa, mon ami, et de son mari, qui était mon ami aussi, avec lequel nous avons fait plusieurs conférences ici. Ils sont allés le déterrer. Subhanallah, les traces de balles, avec un sourire. Merci mes amis d'avoir eu la patience de m'avoir écouté.